Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe qui met à mal toutes les règles de l'économie. C'est ce qu'on appelle l'effet Veblen, ou pour le dire simplement, cette drôle de tendance qui nous pousse à désirer ce qui est justement hors de notre portée. La question de départ est assez simple, mais en y réfléchissant bien, elle est complètement déroutante. Comment ça se fait qu'un prix plus élevé, au lieu de nous freiner, nous donne parfois encore plus envie d'acheter? Normalement, la logique économique de base, c'est plus un produit est cher, moins il y a de demande. Simple, non? Sauf que, pour certains biens, c'est tout le contraire qui se produit. Le prix augmente et la demande explose. C'est vraiment le monde à l'envers et c'est là que ça devient fascinant. Alors, allons-y. Explorons ensemble cette idée d'étiquette de prix inversé. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène récent. Il faut remonter à 1899 pour qu'un économiste et sociologue mette enfin un nom sur ce comportement humain si particulier. Et cet homme, c'est Thorstein Veblen. Il a forgé un concept clé pour tout comprendre. Un concept qui est au cœur de notre sujet, la consommation ostentatoire. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, Veblen définit ça comme l'acte d'acheter des biens non pas pour leur utilité pratique, mais pour ce qu'ils montrent, la richesse, le prestige, un certain statut social. Le point vraiment crucial ici, c'est que l'objet n'est plus un outil, c'est un signal. Et voilà la phrase qui résume toute sa pensée. La motivation et l'émulation, le stimulant d'une comparaison provocante. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète pour se comparer aux autres, pour montrer qu'on appartient ou qu'on aspire à appartenir à une classe sociale supérieure. L'achat devient une forme de compétition. D'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre tête? Plongeons un peu dans la psychologie qui se cache derrière ce besoin de statut. Alors, pourquoi est-ce que ça marche si bien sur nous? D'abord, il y a un raccourci mental assez puissant. On associe presque automatiquement un prix élevé à une qualité supérieure. Ensuite, la rareté. C'est simple, si peu de gens peuvent avoir quelque chose, cet objet devient un signe de distinction. Ça déclenche un désir d'exclusivité. Il y a aussi ce besoin, très humain, d'appartenir à un groupe qu'on perçoit comme désirable. Et la science le confirme. Des études ont montré que l'achat d'un bien de luxe active les mêmes circuits de la récompense et de l'estime de soi dans notre cerveau. Donc si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. Au final, ce n'est pas le produit qui importe, c'est le signal qu'il envoie. Et ça, évidemment, les grandes marques l'ont parfaitement compris. Elles sont même passées maîtres dans l'art de fabriquer ce désir. Voyons un peu comment elles s'y prennent. Prenons un cas d'école, la collaboration entre Nike et Dior en 2020. Ils ont sorti une paire de sneakers en édition très limitée. Combien? Seulement 8000 paires pour le monde entier. Et en face de ce chiffre, regardez celui-ci. 5 millions. C'est le nombre de tentatives d'achat qui ont été enregistrées. C'est juste fou. La rareté a été entièrement fabriquée pour faire exploser le désir à un niveau stratosphérique. Et cette stratégie, on la retrouve un peu partout, avec des variantes. Hermès, par exemple, organise la rareté avec sa fameuse liste d'attente pour le sac Birkin. Rolex la calcule au millimètre près pour des modèles comme la Daytona. Et même Apple, eh oui, utilise une exclusivité à plusieurs niveaux avec ses versions Pro et Max, ce qui transforme un simple téléphone en véritable marqueur de statut. Mais attention, on pourrait penser que le but du jeu, c'est de crier sa richesse le plus fort possible. Mais et si le signal le plus efficace n'était pas le plus bruyant? Et si le vrai jeu du statut était en réalité beaucoup plus subtil? C'est là qu'on entre dans un univers fascinant, ce que certains appellent le murmure de la vieille fortune. En fait, on peut distinguer deux approches. D'un côté, les nouveaux riches, qui privilégient une consommation très visible, très bruyante, des gros logos, des objets qui flashent. Le signal est direct, j'ai de l'argent. De l'autre côté, la vieille fortune. Là, c'est tout l'inverse. Le luxe est discret, la consommation est subtile. Le signal est bien plus complexe. Il indique la richesse, certes, mais surtout l'appartenance à un réseau, à une culture, à des codes que seuls les initiés peuvent déchiffrer. Et voici le paradoxe dans le paradoxe. Bien souvent, ces signaux subtils coûtent encore plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas destinés à la masse. Ils sont conçus pour un public très restreint, un cercle d'initiés qui saura les reconnaître. Le but n'est pas d'impressionner tout le monde, mais seulement les bonnes personnes. Ce qui nous amène finalement à la question de fond. Quand on parle de luxe, parle-t-on de qualité ou de code social? La prochaine fois qu'on croisera un objet de luxe, la question à se poser est la suivante. Est-on en train de regarder une qualité de fabrication supérieure ou est-on en train de lire un message complexe sur le statut, le pouvoir et l'appartenance? La réponse, comme souvent, n'est peut-être pas si simple.